Super. Bonjour à tous. Donc, comme Nadir disait, moi, je suis chef de clinique dans le service de cardio congénital ici à, à Olévec. Et on m'a chargé de vous faire le cours sur la création de shunt. Donc, de quoi parle-t-on? On va essayer de faire vraiment le point. C'est un sujet qui est quand même qui n'est pas infini. Vous allez avoir le point de vue du chirurgien, comme le montage habituel, le point de vue de l'anesthésiste et tout ça. Donc, moi, c'est vraiment, je vais me focaliser sur les aspects médicaux, cardiologiques, de suivi de ces patients et beaucoup écho. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui sont pas claires ou voilà, de la l'icono sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, c'est le but. Ouais, comme ça. Ah. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de créer des shunts, donc des shunts du système artériel systémique vers le système artériel pulmonaire chez des nouveau-nés en général, et bien de pathologies où il y a ce qu'on appelle une ductodépendance, où c'est globalement des enfants qui, si le canal artériel se ferme, décèdent globalement, ne sont pas compatibles avec la vie sans canal artériel. Donc ça, on va commencer par la ductodépendance pulmonaire, donc qui concerne toutes les anatomies où il y a une atrésie ou une hypoplasie sévère des structures assurant la perfusion pulmonaire. Donc en gros, la voie droite. Tout ce qui est atrésie pulmonaire, hypoplasie extrême de la voie pulmonaire, que ce soit infundibulaire, valvulaire, supravalvulaire. Et ça, bien sûr, ça peut être associé à des anomalies autres, associées des cardiopathies plus ou moins complexes, un ou deux ventricules, qui sont très, très variées en termes de diagnostic anatomique. En pratique, le diagnostic de ductodépendance pulmonaire, il est souvent assumé, puisque quand il n'y a pas de valve pulmonaire, forcément, c'est une ductodépendance obligatoire. Mais il y a quand même pas mal de situations où on teste la ductodépendance sur certains phallos, sur certaines sténoses pulmonaires critiques, par exemple, et ça, le diagnostic se fait a posteriori sur l'arrêt de la prostine qui a entraîné une hypoperfusion pulmonaire sévère avec une désaturation profonde à la fermeture du canal. Le traitement d'urgence de ces situations-là, vous le connaissez, c'est la prostine, ou le prostadil, en IVSE, à dose minimale efficace. Quand j'étais à votre place, les délais de cardiopète, tout ça, on apprend, ou même dans les livres et dans les différentes pratiques, les doses sont en fait très variables en fonction des pratiques, les doses de début. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'enfant est sévère, moins on peut se permettre d'avoir du retard à la réouverture du canal. Et donc, sur le choc cardiogénique, l'arrêt cardiaque, la coarcte, choc cardiogénique, bien sûr, on va commencer à des doses maximales, 0,1 gamma kilomètre, qui sont des doses énormes de prostine. Dans la ductodépendance pulmonaire qu'on voit un peu arriver, tout ça, on commence en général à 0,02, 0,01 même. Ça nous arrive, voilà, et très rapidement, on peut baisser encore. C'est vraiment à dose minimale efficace pour éviter, bien sûr, les effets indésirables. Cette prostine, c'est bien sûr le traitement d'urgence qui ne peut durer que quelques jours et pour donner ensuite, suite à un traitement qu'on appelle un traitement palliatif d'attente, donc la création d'un shunt pour suppléer ce canal artériel. Et dans les situations de ductodépendance pulmonaire, on peut parler la référence actuelle, c'est les Blalock modifiés, donc on détaillera ça par la suite, ou le stenting du canal. Vous voyez là, un canal natif qui est large, c'est ça qu'on va viser à suppléer par un shunt. Donc, les objectifs et les enjeux de la création d'un shunt chez ces enfants, bien sûr, c'est d'assurer la survie de l'enfant dans l'attente de la correction complète et bien sûr la survie aussi à long terme. Donc, prévenir les complications liées à ces shunts. Toute la difficulté et l'enjeu de ces procédures, c'est d'assurer un rapport des débuts pulmonaires sur le débit systémique, le QPQS, proche de 1, le plus physiologique possible, le moins agressif pour les poumons, mais à la fois assurer la perfusion et l'oxygénation systémique suffisante, et bien sûr sur plusieurs mois, parce que bien sûr, l'enfant va grossir et donc le Blalock doit être suffisamment adapté à la taille de l'enfant au cours des premiers mois de vie. Et donc, on ne peut pas se permettre de commencer avec un Blalock
trop petit, trop juste initialement, puisqu'il va être de plus en plus restrictif avec la croissance. Donc, on vise initialement un QPQS plutôt autour de entre 1,5 et 2 pour que, in fine, au moment de la seconde chirurgie, on soit pas trop bas. Donc, autour de 1. Bien sûr, préserver le lit vasculaire pulmonaire, prévenir les complications de maladies vasculaires pulmonaires liées à ces shunts à haut débit. Et préserver, ça va avec, préserver la fonction ventriculaire et les valves AV. Un VU ou un ventricule qui fonctionne à haut débit, bien sûr, peut s'altérer sur le plan systolo-diastolique, la fonction, et se dilater, et donc créer des fuites sur les valves AV qui, après, pourront être délétères dans le programme chirurgical de l'enfant. Favoriser la croissance des artères pulmonaires, c'est aussi un enjeu qui est parfois au cœur de la problématique de ces enfants qui ont des hypoplasies associées des artères pulmonaires, et de créer un shunt va aussi, et quel type de shunt et comment, va aussi pouvoir avoir un impact sur la croissance des artères pulmonaires. Bien sûr, il faut aussi prévenir leur distorsion. Ça a été une des complications majeures des premiers types de shunt, le Blalock initial, le Blalock historique. C'était une complication majeure, c'était des dilatations massives de l'APD, notamment quand la sous-clavière droite branchée directement à plein canal sur l'artère pulmonaire droite. Ça donnait des distorsions des artères pulmonaires très, très importantes et très problématiques par la suite. Donc, un peu d'histoire, parce qu'il faut bien sûr revenir à comment tout a commencé pour ces patients ductodépendants chez qui, avant les années 40, pas du tout de moyens thérapeutiques, et c'était des enfants tragiques phallo qui mouraient en néonatal. C'est donc l'équipe américaine par Alfred Blalock, qui est un chirurgien cardiaque pédiatrique Baltimore, qui travaillait avec Hélène Tossi, une cardiopédiatre, qui, elle, voyait tous ces phallos, toutes ces maladies bleues mourir en néonatal, et demander aux chirurgiens quelle solution on peut proposer. Et Blalock, qui travaillait sur des modèles, initialement des modèles animaux d'HTAP, ils essayaient de créer avec son assistant Vienne Thomas, qui était accessoirement employé en tant que concierge, parce que c'était le temps de la ségrégation, et donc c'était lui les mains de Blalock dans l'institut de recherche, mais il avait un poste étiqueté de concierge. Donc tous les deux, ils ont essayé ils tentaient de créer des modèles d'HTAP, et en essayant de reproduire des Eisenmenger en branchant la sous-clavière sur la PD, sauf que ça marchait pas du tout, ça faisait pas vraiment d'HTAP chez les chiens, et les animaux survivaient, et donc ça leur a donné cette idée d'essayer de pallier ce débit pulmonaire avec cette technique-là. Et donc, ils ont fait des modèles de phallo sur les chiens, ils les ont réparés comme ça marchait très bien. Et petit à petit, premier enfant à qui ils ont fait ça, c'était un nourrisson de quelques mois, 8 mois, je crois, un phallo, en 1944. Et ça, regardez c'était après, c'est devenu le standard pour pallier ces enfants jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est une IRM de patients adultes qui a eu un vrai Blalock, donc là, sous-clavière branchée sur la PD, ça a tenu jusqu'à l'âge adulte, et il est resté comme ça avec cette correction chirurgicale toute sa vie. Et vous voyez bien sûr que le Blalock, quand c'est une sous-clavière, ça se dilate, ça grandit avec l'enfant, et bien sûr, ça dilate aussi énormément l'artère pulmonaire droite. Successivement, petit à petit, les équipes se sont rendues compte que ces shunts, ce Blalock créait quand même, sauvait les enfants, mais créait quand même beaucoup aussi de complications. On en a parlé, la distorsion des AP, l'hyperdébit, l'équilibre du QPQS qui était finalement très difficile à trouver, et qui était très variable en fonction des enfants, en fonction de la taille des sous-clavières, de tout ça. Donc, on a essayé d'autres types de shunts. Vous avez probablement des patients qui ont eu ça, des POTS, des Waterstone, donc qui étaient des anastomoses directes, sans tube endacron, entre soit l'aorte ascendante et la PD, soit l'aorte descendante et la PG pour le POTS, des shunts centraux, avec ou sans interposition de PTFE. Donc voilà, c'est tout type de shunts qui ont été tentés, qui finalement tous avaient un peu les mêmes effets indésirables, comme le Blalock, d'être peu reproductible, difficile à maîtriser, avec un QPQS complexe, et une distorsion des AP. Donc la
la solution et actuelle, c'est le Blaloc modifié, qui est une interposition, donc un tube en dacron qui est mesuré, qui est entre 3 et 4 mm, dont la taille est décidée en fonction des abacs assez précises pour estimer, selon la longueur, le poids de l'enfant, l'anatomie, pour estimer quelle sera la meilleure taille pour un QPQS le plus équilibré le plus longtemps. Donc, c'est ce qu'on fait en pratique aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, hein, des MTS droite ou gauche selon l'anatomie, encore une fois. Vous voyez en écho ce que ça donne. Ici, un Blaloc droit, donc en coupe suprasternale frontale. Donc, la sonde vraiment bien, quasiment parallèle à l'enfant, le plus antérieur possible pour voir le Blaloc se dérouler sur toute sa longueur. Donc, c'est comme ça qu'on échographie un Blaloc, hein, vraiment il faut voir l'anastomose proximale, qu'on ne voit pas ici, hein, sur cette là. On voit que l'anastomose distale de la côté. Ici, on voit ni l'une ni l'autre, vraiment. Enfin, en tout cas, mais bien sûr, c'est toute l'importance de vraiment faire des boucles tout au long du Blaloc pour être sûr que le flux est homogène et passe, voilà, de l'anastomose proximale à l'anastomose distale. Le profil habituel en Doppler continu. Donc vraiment, l'évaluation d'un Blaloc en écho, c'est la couleur et le Doppler continu. Le 2D, en général, on voit pas très bien. Et donc, la couleur, c'est vraiment l'empreinte couleur qui va faire parfois suspecter une sténose ou quelque chose d'anormal sur le Blaloc, sachant que donc c'est une interprétation, une analyse écho qui est très grossière. C'est vraiment c'est qualitatif et c'est assez grossier, ou semi-quantitatif, et les vitesses qu'on observe sur le Blaloc, encore une fois, peuvent être assez trompeuses, puisque bien sûr c'est une accélération sur un tube et donc le Bernoulli ne s'applique pas. Donc les vitesses maximum et minimales ne sont pas en retranscrire un gradient de pression. Donc bien sûr, sur des variations aiguës de vitesse, il faut se méfier, mais ça n'est pas forcément un bon paramètre pris isolément, parce que bien sûr, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire varier ces vitesses sur le Blaloc. Donc finalement, le plus important, c'est la couleur, je dirais, et le caractère homogène de la couleur tout du long du trajet du Blaloc. Donc ça en fait que le diagnostic échographique de sténose de Blaloc, c'est assez difficile. Là, vous voyez, ça a été suspecté sur cette boucle-là, parce qu'on voit que la couleur passe un petit peu moins bien à la partie assez médiane au milieu du Blaloc. Mais c'est vraiment, donc là, c'est l'anastomose proximale, vous voyez l'anastomose distale ici, et donc là, la sténose serait à ce niveau-là. Vous ne voyez pas du tout dans la souris, en fait, ici. Et bien sûr, c'est plutôt la sténose de Blaloc, encore plus la thrombose aiguë, où il n'y a plus du tout de flux qui passe. Ce n'est pas un diagnostic échographique en général, c'est un diagnostic clinique. Le Blaloc qui passe pas très bien, l'enfant qui désature beaucoup plus que ce qu'il devrait à cet âge, ou en post-op immédiat, parce que c'est souvent post-op immédiat, la thrombose de Blaloc, l'arrêt cardiaque ou la désaturation extrêmement profonde, voilà, c'est thrombose du Blaloc jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas besoin d'écho pour le diagnostic, et même si, bien sûr, on le fait systématique et ça confirme, on voit plus de flux qui passe. Donc, ce que je disais, la place de l'écho dans l'évaluation du Blaloc, vraiment indissociable de la clinique. C'est vraiment plus la clinique qui va nous permettre d'évaluer le QPQS que l'analyse écho finalement. Les données biologiques aussi, les réanimateurs en parleront mieux que moi. Et le gradient Doppler, ça me disait, qui va dépendre de tellement de facteurs qui en fait ne peuvent pas être pris isolément. Après, on compare le patient avec son propre, enfin le patient avec lui-même, et d'évaluer la vitesse. Et bien sûr, il faut le prendre et le comparer aux antériorités, mais c'est à prendre en compte dans l'ensemble du patient, la rhéologie, donc l'hématocrite, la volémie, la taille des AP, les résistances pulmonaires, enfin voilà, c'est tous ces facteurs-là qui vont influer sur le profil Doppler d'un Blaloc. Bien sûr, après vous avoir dit que l'écho était fait pour évaluer un Blaloc, quand on a le moindre doute sur une situation stable, hein, et notamment en préopératoire de la deuxième chirurgie, de la cure complète ou du stade 2 sur les programmes ventriculaires, scanner ou IRM au moindre doute, hein, notamment pour l'anatomie des AP,
qui sont très difficiles à évaluer en écho, les artères pulmonaires, même si la fenêtre est bonne, le flux du Blaloc empêche vraiment l'évaluation benzimique des AP, et en général, c'est assez systématique que l'imagerie de coupe avant de démonter un Blaloc et pour la suite du programme opératoire. Bien sûr, il y a des alternatives au Blaloc, et de plus en plus, en tout cas depuis une quinzaine d'années, on a développé des techniques alternatives, notamment pour les patients particulièrement fragiles. Là, je peux illustrer ça avec un cas clinique d'une APSI, une atrésie pulmonaire septum intacte, qui avait un RID et une valve tricuspide particulièrement hypoplasique, avec très peu d'espoir de réparation biventriculaire. Il faisait à peine 2 kg, une saturation stable sous prostine, bien sûr, évidemment, tout dépendant. Et donc, on lui a proposé à cet enfant un stenting du canal. Le stenting du canal, c'est une procédure, bien sûr, on arrête la prostine à peu près 6 heures avant pour que le canal commence à se fermer, qu'on n'arrive pas sur un cathé avec un canal large où on pas le stenter parce qu'il est trop large, ou en tout cas on le stenterait avec un calibre trop. Donc arrêt de la prostine, et après ça se présente comme ça. On passe souvent par voie rétrograde, donc ça a des implications. Toutes les anatomies sont pas compatibles avec un stenting du canal, parce que ce qui est très important, c'est l'angle avec lequel l'angle de take-off du canal, l'angle avec lequel il part du côté aortique, parce que le plus facile, et les cathétériseurs préfèrent passer par voie rétrograde, donc par voie fémorale, et donc ils doivent pouvoir passer dans le canal dans ce côté-là, et donc si l'angle est trop aigu, c'est compliqué. Après, c'est pas impossible de passer en carotidien, ça se fait parfois, ça a été tenté, c'est aussi une option, mais c'est un petit peu moins confort. Donc là, c'est l'angiographie avant, où voilà, le guide est dans le canal, le déploiement du stent ici, et l'angiographie post-déploiement du stent. Vous voyez que c'est pas forcément hyper évident, mais le stent, là, c'est l'ampoule canal côté aortique, donc aortique ici, et le stent n'est pas complètement, ne recouvre pas complètement tout le canal sur son versant aortique. Il est bien déployé au niveau des AP, bien bonne place. De ce côté-là, c'est un peu limite. Souvent, on aime bien que tout le canal soit recouvert par le stent. Ça, c'était le résultat écho de ce patient. Donc, vous voyez, même constat, hein, on voit aussi très bien à l'échographie, voire mieux, sur de l'absence de couverture de cette zone de l'ampoule aortique du canal. Donc, un résultat un peu suboptimal. Et ça n'a pas loupé. Pardon. Cette patiente est revenue un peu en urgence à 3 mois de ce premier stenting, avec des désaturations aiguës, une désaturation inattendue, assez profonde. Au Doppler, la Vmax sur le stent avait beaucoup augmenté, mais surtout, elle était très désaturée. Donc, reprise au KT, et bien sûr, on voit cette sténose ici, de la partie non couverte par le stent. Bien sûr, c'est l'histoire naturelle du tissu ductal de se fermer. Et donc, si on ne couvre pas tout le canal, ça pose problème et ça fait ce genre d'évolution. Donc, deuxième stenting pour couvrir la partie qui n'était pas couverte, avec un très bon résultat in fine. Et voilà à l'écho ce que ça donne avec cette protrusion qui ne doit pas être trop importante, bien sûr, pour ne pas léser l'aorte ischémique, mais qui doit couvrir complètement le canal. Voilà l'aspect écho d'un bon résultat de stenting de canal. Ensuite, la ductodépendance, on a parlé de la ductodépendance pulmonaire, la ductodépendance systémique, c'est une autre raison de s'intéresser, de faire des shunts à ces enfants. Bien sûr, on parle de tout le spectre d'hypoplasie du cœur gauche, de la sténose aortique critique, au VG borderline, à l'hypoplasie, l'atrésie mitrale et aortique complète.
Ça concerne aussi des enfants qui ont des interruptions de l'arche, des coarctations associées à d'autres anomalies cardiaques, intracardiaques, ou dans des conditions d'extrême prématurité ou de grande prématurité, de petits poids, où on ne peut pas faire de cure de réparer l'arche aortique d'emblée. Ils vont nécessiter de passer par une étape de shunt aussi pour pouvoir assurer la perfusion systémique. Même traitement d'urgence. Et on va s'intéresser particulièrement au groupe des hypoplasies du cœur gauche, où cette étape de shunt peut être sous 3 formes. On a 3 options pour ces patients-là: le Norwood Sano, le Norwood Blalock, avec un Blalock modifié évidemment, et les procédures hybrides. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair ça. Hein. J'imagine que vous avez déjà fait... Donc pour le Blalock, dans le cadre d'un Norwood et d'un lipo-VG, c'est le même type d'évaluation. Hein. On doit bien sûr suivre le Blalock tout du long et de son trajet. L'alternative, c'est le Sano. Voilà comment se présente un Sano en échographie. Donc un tube de Sano qui part du ventricule droit jusqu'aux AP après avoir fait un DKS. On se sert de l'artère pulmonaire droite, la voie pulmonaire droite native, pour reconstruire une voie de sortie systémique, ce qu'on appelle le DKS. Et donc, il faut remplacer la voie pulmonaire qu'on a utilisée pour créer la route. Ça, on la remplace par un tube en patron, un tube de Sano non valvé, qui se présente comme ça à l'écho. C'est des tubes assez fins et longs, avec un reflux, hein, puisqu'il n'y a pas de valve. C'est aspect habituel. En Doppler, ça donne ça. Ça donne donc sa séance costale, où on le suit aussi, le tube de Sano, de haut en bas, pour voir, même type que le Blalock. Hein, on le voit très mal en 2D parce que c'est très fin, et la couleur permet vraiment de visualiser l'absence d'obstruction sur le trajet. Et ça donne des profils Doppler différents d'un Blalock, hein, puisque c'est la pompe ventriculaire qui fait le flux antérograde, et il y a cette fiche libre associée. Enfin, attendu. Ah, d'accord. On était là, je crois. Voilà. La procédure hybride. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Ouais. La procédure hybride pour les hypoplasies du cœur gauche, donc a l'avantage de décaler la CEC plus tard dans la vie. Donc c'est pour une population, tous les enfants de petits poids ou particulièrement fragiles, ou qui ne toléreraient pas une CEC dans un néonatal. Il y a cette option de palliation hybride, procédure hybride, où on va stenter le canal et cercler les 2 artères pulmonaires pour maîtriser le QPQS et assurer la perfusion systémique. Dans cette configuration-là, contrairement à celle dont on a parlé pour la défense pulmonaire tout à l'heure, l'aorte ascendante, donc les coronaires, ça dépend, mais les troncs supraortiques sont perfusés par le canal, donc par voie rétrograde, par le ventricule droit. Donc, c'est un équilibre qui peut être assez difficile et précaire parfois. C'est des patients à risque, hein, qui parfois restent hospitalisés jusqu'au stage 2, hein, parce qu'il y a beaucoup de morbimortalité dans l'interstage. Voilà à l'écho ce que ça donne, bien sûr. Donc, cette perfusion rétrograde de l'aorte par le canal. Donc, c'est un flux rouge, hein, dans la crosse. Signe de dépendance systémique, c'est ça, hein, quand chez une hypoplasie du cœur gauche, quand c'est pas évident, quand le canal perfuse
une partie de la l'orse transverse, c'est que clairement la voie aortique ne peut pas assurer le débit et c'est un des signes, notamment aussi en anténatal, d'hypoplasie sévère des structures gauches. Et voilà la vue du canal sur un hybride, sur une hypoplasie de l'arche avec le flux antérograde qui va perfuser l'aorte descendante qui est ici, à travers le stent du canal. Les artères pulmonaires, donc, qui sont perfusées par le stent aussi, enfin par la PEP, quoi, avec les cerclages qui permettent de maîtriser le débit pulmonaire. Et c'est voilà, ce genre de Doppler qu'on a sur les artères pulmonaires cerclées qu'on attend, qui sont physiologiques dans cette configuration-là. Des questions? Non, c'est clair? Donc en conclusion, bien sûr, vous avez compris que chaque type de palliation, chaque type de shunt a ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période, le post-opératoire de ces shunts, que ce soit des blalogues, des SAN ou des lipo-VG, encore plus, mais ce sont des périodes vraiment critiques. On a beaucoup gagné en survie des patients en morbi-mortalité grâce à la standardisation des pratiques, à l'expérience, bien sûr, des équipes et au développement des réseaux de soins, des types HAD, du suivi vraiment régulier et multidisciplinaire de ces patients. L'évaluation, s'il y a une chose à retenir aussi, c'est que l'évaluation de la fonction, notamment d'un BLALOC, et l'équilibre du QPQS, elle est avant tout clinique. L'échographie, ça ne vient que confirmer des choses qu'on a, des éléments cliniques qu'on a pour évaluer ce QPQS. Et pas oublier la place de l'imagerie de coupe pour évaluer l'arc pulmonaire, notamment dans les BLALOC avec ce risque de distorsion des artères pulmonaires en préparatoire avant la cure complète ou le deuxième stade des palliations du programme alimentaire. Voilà pour moi, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez revenir?